Salut, bienvenue sur le Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous parle d'une voiture un peu spéciale et qui dit voiture spéciale dit scénario spécial. Je commence par ce que j'ai aimé ou pas. Ce que j'ai aimé de cette voiture, ce n'est pas une BMW. Ce que je n'ai pas aimé de cette voiture, ce n'est pas une BMW. Vous avez deviné ce que c'est? Je vous montre un petit indice. Bon, vous êtes des connaisseurs, vous l'aurez reconnu, c'est la Toyota GR Supra dans sa version Lightweight Evo. Alors bon, vous le savez, avant d'aller plus loin, vous vous abonnez, vous activez les notifications, c'est important pour nous. Et bon, on va parler de cette voiture, je disais, sa plus grande qualité, c'est que ça n'est pas une BMW. Et son plus grand défaut, c'est que ça n'est pas une BMW. Pourquoi est-ce que je fais deux fois allusion à BMW? C'est parce que cette voiture a été développée en collaboration avec le constructeur munichois. C'est la version japonaise du Roadster BMW Z4, qui n'a donc pas de version coupée. Ici, c'est un coupé, ça faisait partie du deal. Alors, c'est une bonne chose que ce ne soit pas une BMW parce que, bon, moi, personnellement, le style des BMW récentes, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Maintenant, est-ce que j'aime beaucoup celle-ci? Dans cette version, oui. La version de base, je n'étais pas super fan, mais là, avec les quelques petits détails que je vais vous montrer, elle est vraiment intéressante. Elle apporte vraiment du caractère et une ligne que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, les choses que j'aimais pas trop au départ, c'était cette espèce de rostre ici, devant, qui, je trouve, déséquilibrait un peu la voiture. Mais en réalité, maintenant qu'on a les petites ailettes qui viennent ici, un peu plus sportives, un peu plus compétition, ce petit déflecteur ici, qui améliore également la fluidité de l'air et augmente l'appui sur l'avant, en collaboration avec cet élément-ci, ça apporte un petit peu de caractère à l'avant, un petit peu de puissance à cette roue. Moi, je trouve que ça lui donne simplement un peu plus de personnalité. Détail peut-être insignifiant, mais moi j'adore, c'est le look des roues. Ça fait vraiment très compétition. Les rayons sont super fins. Ils donnent une bonne visibilité sur les gros disques de frein à l'avant et les énormes étriers de frein ici. Siglé GR, forcément, GR, le label sportif de Toyota pour Gazoo Racing. Et ce n'est pas que ça qui donne l'aspect sportif à la voiture. Il y a des rétros qui sont noirs ici, c'est pas mal. Il y a les fausses prises d'air ici. Bon, ça, c'est un peu moins bien, c'est un peu fake. Moi, j'aime pas trop les trucs fake quand ils n'ont pas de justification. Et puis surtout, on a à l'arrière les petites jupes ici, comme ceci, un gros diffuseur que vous allez voir, mais surtout ce béquet qui lui donne une gueule folle, je trouve. Ça lui donne vraiment une énorme personnalité. Et ça fait un peu penser à ce qu'aurait dû être le Z4 coupé. Souvenez-vous du Z4 de première génération qui existait en version coupée. C'était vraiment le même type de proportion et c'était vraiment le même type de caractère dans la voiture. Ça, franchement, j'aime beaucoup. Enfin, quand on vient à l'arrière, il y a deux choses, vous l'avez entendu. Il y a les échappements, forcément, sous le capot, c'est un 600 lignes. On en parlera un peu plus tard. Et puis surtout, il y a ce magnifique diffuseur, moins extrême que sur la version A90 Final Edition, dont on vous parlait dans un de nos récents numéros pour la sportive de l'année. Mais clairement, cette bagnole a un vrai caractère, une vraie personnalité. Ce bleu est magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je trouve que c'est probablement la Supra la plus réussie. Alors bon, il y a d'autres petits détails que moi j'adore dans cette voiture. C'est entre autres les proportions. Vous avez vu sur les images du profil avec un capot allongé, un habitacle reculé et des ailes bien marquées au niveau des hanches. Les designers sont carrément jusqu'à aller les découper comme ceci. C'est quand même pas mal du tout. Bon, moi, je ne suis pas fan du truc fake ici, mais bon, soit, ça donne un peu de caractère. Mais il y a ce montant, ici, noir, qui écrase encore un peu la voiture, qui casse un peu la verticalité. Et donc, forcément, ça donne encore un peu plus de puissance, de sportivité dans le look du modèle. Mais il y a aussi ces petits détails comme ceci, un peu à la Zagato, vous voyez, avec le double bossage et le creux ici. Ça a une fonction, ce n'est pas que esthétique. On le verra à l'intérieur. Le ciel de toit, lui aussi, reprend cette forme-là. C'est pour dégager de la place pour quelqu'un qui est plus grand éventuellement, mais aussi si vous roulez avec un casque, ça libère un peu de place pour le casque quand vous roulez avec cette voiture, parce qu'on peut rouler avec sur circuit si on le veut, et ça c'est question de technique et on en parle tout de suite. Alors au niveau du moteur, bien entendu, c'est du connu, c'est du BMW, c'est du bavarois, c'est un 600 lignes, même si ça ne se voit pas ici, 3 litres turbo concrètement. Ça ne change pas par rapport à la version normale de la Supra avec le 6 cylindres en ligne, donc on est toujours à 340 chevaux et 500 Nm. Les modifications, elles sont plutôt à voir au niveau de la gestion du moteur, avec les cartographies bien entendu, et surtout au niveau du châssis. Il y a plusieurs améliorations. Il y a d'abord des modifications au niveau de la suspension, avec plus de carrossage pour améliorer le grip latéral. On a une rigidification du châssis, avec notamment, vous voyez, il y a les renforts ici, mais il y a également les cylinder blocks au niveau des suspensions avant et du cadre à l'arrière qui soutient les suspensions arrière qui sont plus rigides. Là aussi, pour plus de stabilité de la voiture, plus de réactivité de la voiture et un paramétrage qui va être différent
au niveau des éléments de conduite comme la direction qui est revue, toujours assistance électrique, ou alors des modes ajoutés au niveau de la suspension pilotée sur cette voiture. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur, puisque Toyota et la division GR plus particulièrement ont le bon goût de penser aux gens qui aiment vraiment conduire, non pas aller chercher la performance ultime, mais le plaisir supérieur. Et ça se passe dans l'habitacle avec quelque chose qu'on prend en main. Alors à l'intérieur, on va aller très vite. Concrètement, je vous parlais du ciel de toit avec un bombage ici, on le retrouve ici. Et donc c'est très bien, moi j'ai de la place ici au-dessus du crâne. C'est tout juste ce qu'il faudrait si je mettais un casque, donc ça c'est top. Et puis bon, on a un univers qui partage à la fois des éléments BMW, les commandes physiques principalement, les boutons à gauche à droite, l'emplacement des poignées de porte, et un style pour le reste qui est très différent de ce qu'on a dans un Z4 par exemple, qui est son cousin direct, et notamment au niveau du volant. Et le volant, je dois bien reconnaître que c'est pas ma tasse de thé. La grosse branche ici pleine, un peu fake avec du plastique façon aluminium, ça c'est pas top, la forme un peu ovale, je suis pas trop fan esthétiquement, mais une fois qu'on roule, on s'en fout un petit peu. Mais sinon, on a quelques éléments qui différencient cette version Lightweight Evo des autres GR Supra. C'est notamment l'accastillage ici en carbone. Seul bémol, moi j'aurais aimé avoir du carbone aussi sur les autres éléments qui ici sont en noir laqué, c'est un peu dommage. Et puis surtout les sièges, qui sont des sièges spécifiques, avec des surpiqûres, vous voyez, rouge, le logo GR. On retrouve ça également ici sur le levier de vitesse, mais qui permettent d'alléger la voiture, puisqu'elle s'appelle Lightweight. Elle perd environ 20 kg et ça se joue principalement au niveau de ces sièges spécifiques. Un peu d'insonorisant et une installation audio moins pointue, on va dire, que la version normale. Et des jantes forgées de 19 pouces qui, elles aussi, permettent d'alléger les masses non suspendues à ce niveau-là. Mais voilà, c'est à peu près tout. Surtout, c'est un habitat qui donne envie de rouler et c'est ce qu'on va faire. Voilà, il ne reste plus qu'à démarrer et aller se balader un petit peu. Alors, c'est une boîte mécanique. Ça c'est bien, on a l'usage des 3 pédales. Mais c'est assez amusant parce que, comme une BMW, la pédale d'embrayage a une course assez longue. Et donc au début, pour arriver à trouver le bon dosage pour les changements de vitesse, c'est un petit peu compliqué. Puis après, on s'y fait très vite, mais il y a vraiment une gymnastique à avoir, c'est bien de s'en rappeler, entre la conduite coulée, comme maintenant, et une conduite plus sportive qui demandera un dosage et une concentration un peu plus élevée pour gérer l'embrayage et les changements de rapport. Donc là, c'est une chose. Maintenant, en gros, dans le quotidien, cette voiture se conduit comme n'importe quelle voiture normale, avec une souplesse énorme, une certaine élasticité. C'est un 600 ligne BMW sous le capot. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Et on a une voiture qui est facile, avec une bonne visibilité, malgré le toit assez bas et le pare-brise un peu typé meurtrière. Donc là-dessus, pas de problème. Seul bémol par rapport à la GR Supra normale, c'est que les réglages ici châssis et suspension la rendent un peu plus inconfortable sur les surfaces moins parfaitement lisses, Donc clairement, on ressent plus les petits chocs, c'est plus sec. Là, on peut parler de voiture un peu sèche, c'est pas ferme, c'est sec, clairement. Mais pour le reste, je veux dire, c'est une voiture qui est tout à fait utilisable au quotidien. On a une direction très agréable. Moi, j'aurais même préféré un petit peu plus de résistance en termes de ressenti pour une voiture qui est quand même une voiture sportive dans l'absolu. Donc ça aurait été bien. On a une voiture qui est assez silencieuse pour un modèle sportif. Donc là, on est en mode normal. Si on se met en mode sport, l'échappement est un peu plus bruyant, mais principalement quand on exploite les capacités du moteur. Donc ici, ce n'est pas le cas. Et on peut voir que voilà, la voiture est plutôt assez... On va dire qu'elle est assez silencieuse, même si on sent bien qu'il y a un peu moins d'insonorisant que ce qu'on a d'habitude dans la GR Supra. C'est pas désagréable non plus dans l'absolu. Moi ici j'ai fait 120 km pour venir ici sur le lieu de tournage, avec de l'autoroute de toutes sortes, gravillonneuse un petit peu, vous voyez le béton avec les graviers ou pas. Et c'est tout à fait vivable. Dans mes expériences récentes, la GR Yaris et la Civic Type R étaient beaucoup moins vivables au quotidien pour ce type de déplacement-là que celle-ci. Donc ça c'est quand même un bon point malgré tout, même si la vocation de cette voiture, c'est avant tout de se faire plaisir. Au niveau de l'étagement de la boîte, il est vraiment typé sport, donc c'est des rapports relativement courts aux normes actuelles. C'est-à-dire sur autoroute à 120 à l'heure réelle, le moteur tourne à 2800, 2900 tours en étant en 6e. Donc c'est pas vraiment optimal pour la consommation. Mais vous voyez, hop,
Les passages de rapport se font tout seuls. Les dépannements ne sont pas trop longs. Bon emplacement du levier de vitesse qui tombe parfaitement en main. J'aurais préféré un pommeau un peu plus gros quand même. Ça aurait été plus agréable en termes de prise en main. Mais de manière générale, on a un ressenti plutôt agréable. Maintenant, si on essaye d'accélérer un petit peu, hop, les commandes sont très, très agréables. Hop, vous voyez, la voiture est facile. On sent qu'elle prend encore un peu de roulis, mais qui se cale très vite sur ses appuis. Donc c'est pas caricatural, c'est pas exagéré, c'est pas mal du tout parce que ça veut dire que sur une route un peu sinueuse avec un peu plus bosselée, on aura quand même une voiture qui va rester un peu plus conciliante parce qu'une fois qu'on accélère le rythme, la suspension les réglages de suspension prennent tout leur sens et la voiture devient presque plus confortable et surtout très très efficace. On oublie très vite le côté un peu ferme de la voiture. Donc ça c'est une chose. On rappelle que normalement cette Supra Lightweight Evo était également disponible avec une boîte automatique, mais ça n'a pas beaucoup de sens dans l'absolu de vouloir un modèle un peu plus sportif, sauf si on va chercher la performance absolue. Mais dans ce cas-là, c'est ce que je disais, elle ne fait que 20 kg de moins grosso modo que la Supra normale et elle ne va pas non plus aller plus vite en pointe ou quoi, puisque la puissance, elle reste identique, on reste à 340 chevaux, donc ça ne fait pas une différence fondamentale forcément, il n'y en a aucune. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, en termes de ressenti, forcément, la boîte de vitesse ici mécanique est beaucoup plus agréable parce qu'elle permet de jouer un petit peu, de redonner un peu de petits coups de gaz. On notera que Toyota a prévu que des gens qui ne sont pas forcément rompus au talon pointe puissent rouler avec la voiture puisqu'elle fait ce petit coup de gaz automatique à la descente des rapports. Donc ça c'est pas mal foutu, il est vraiment très naturel en ressenti. Mais pour ceux qui tiennent absolument à faire le talon pointe eux-mêmes, la disposition du pédalier s'y prête plutôt bien. Donc là il n'y a pas de problème non plus. Vous voyez, hop, ça repart, c'est pas mal du tout. On arrive dans un virage, hop. C'est ça le plaisir, c'est qu'on peut redescendre une vitesse, elle descend toute seule. On a cette réactivité, hop, voilà. Ça, c'est agréable. Et cette allonge aussi du 600 lignes qui est assez plaisante. Hop, on va redescendre la deuxième ici. Et entendre ce moteur chanter, c'est quand même quelque chose qui reste un privilège de nos jours et on ne sait pas combien de temps on va l'avoir encore, ce privilège. Donc autant en profiter. Mais voilà, hop, un petit coup de gaz. L'arrière joue un petit peu. On est en mode sport, donc l'ESP est un petit peu dégradé, ce qui permet de laisser la voiture glisser un petit peu plus. Chose importante, si vous aimez rouler sans l'ESP, faites attention, parce qu'une fois que vous le débranchez, si les pneus sont froids, cette voiture est une savonnette. Alors c'est une savonnette prévisible, parce que ça reste une propulsion à moteur avant très très équilibrée. À ce niveau-là aussi, on retrouve une base saine, très typée BMW, mais dans l'absolu, il faut quand même bien se rendre compte que c'est une voiture qui a des gènes de propulsion à l'ancienne une fois qu'on débranche tout. Et donc dans ce cas-là, c'est clairement sportif. Il faut s'atteler jusqu'à ce que les pneus soient chauds et là, ça va pas mal. On va essayer un petit départ arrêté. Voilà, vous voyez, la gestion de l'embrayage est un peu compliquée parfois et donc on peut patiner jusqu'en troisième en réalité, j'ai testé. Les pneus ne sont pas chauds ici en plus de nouveau, donc clairement ça n'aide pas. Mais l'essentiel c'est que cette voiture est plutôt très agile. Je l'ai trouvée vraiment très agile, je m'attendais à quelque chose de plus figé, un peu moins mobile. Sachant que la voiture pèse quand même 1600 kg, c'est ce qui est indiqué sur le certificat de conformité ici. Ça n'est quand même pas un poids plume non plus. Il ne faut pas se fier 100% au lightweight. Pour une voiture de ce format-là, on sent bien que le 600 lignes pèse quand même dans la balance ici. Mais la voiture est très agile, très agréable et très joueuse, quel que soit le type de parcours que vous aurez. Elle préférera d'ailleurs des parcours plus sinueux que des grandes courbes où son empattement un peu plus court n'offre pas toujours la stabilité qu'on espère si au lever de pied par exemple ou au freinage, en cas de freinage d'urgence en courbe, c'est un peu plus compliqué. Mais le bilan surtout, c'est que c'est une vraie voiture plaisir. C'est dommage que BMW n'en ait pas fait une comme ça avec un toit, parce qu'il y a la Z4 qui était disponible également en version allégée avec une boîte mécanique. Mais franchement, ce genre de voiture-là, merci Toyota, merci GR et continuez à en faire. D'ailleurs, ils continuent puisqu'ils ont présenté la GR GT. Je vous invite à aller regarder. C'est une voiture qui promet d'être spectaculaire. Voilà. Donc, on en a fini avec cet essai de la Supra. Et donc, pour conclure, je vais revenir sur ce que je disais au départ.
Concrètement, sa plus grande qualité, c'est que ce n'est pas une BMW. Son principal défaut, c'est que ce n'est pas une BMW. Commençons par les défauts. Ce n'est pas une BMW, donc on perd un petit peu en termes d'ergonomie et de qualité d'affichage dans l'habitacle. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce n'est pas une BMW, donc elle va être vendue à moins d'exemplaires qu'un Z4 par exemple. Et donc, elle va prendre beaucoup plus vite une grosse valeur sur le marché de l'occasion. Ça, c'est dommage pour les gens comme moi qui n'avaient déjà pas les moyens de sortir 81 000 € quand elle était disponible sur le marché en neuf. Par contre, dans ses qualités, ça n'est pas une BMW. Effectivement, donc on sort des schémas de style de cette génération-là chez le constructeur bavarois et on arrive avec un style vraiment différent qui va durer dans le temps et qui a vraiment une sacrée gueule. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et ça n'est pas une BMW. Ça veut dire aussi que les tarifs de départ n'étaient pas les tarifs du constructeur munichois. Ça restait encore relativement raisonnable. Mais bon, voilà, moi c'est ce que j'en pense. L'avantage par contre, c'est que comme une vraie BMW, ça se comporte avec beaucoup de rigueur, beaucoup de plaisir et avec un moteur en dessous de ce long capot, justifie à lui seul d'acheter une voiture de ce type-là. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, on s'abonne, on active les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.